lancé en 1860 pour la construction du nouvel Opéra de Paris. Charles Garnier l'emporta. Pour le considérable programme sculpté de son bâtiment, il fit appel à son ami Carpeaux. Il était comme lui ancien élève de la petite école, ancêtre de l'école des arts décoratifs, et comme lui, fils d'une dentelière. Carpeaux écrit en 1863 « Je suis dans la plus grande joie, car je viens d'être choisi par Garnier pour remplir une des plus belles pages de l'opéra. Je suis chargé de faire un des grands bas-reliefs de la façade dans l'esprit de l'Arc de Triomphe. » De son côté, Garnier écrit au sculpteur « Mon cher Carpeaux, je t'adresse le plâtre et le dessin pour le groupe de la façade. Avant de commencer, tâche de voir Guillaume. » L'académicien à qui avait été commandée la musique instrumentale pour la même façade. « Il a déjà fait quelques esquisses et c'est à peu près ce que je veux. » Garnier avait confié à Carpeaux la danse bachique, mais avant d'en revenir à ce thème initial, il chercha d'autres sujets, le drame lyrique et la comédie légère. « Mon cher Carpeaux, pense déjà à l'arrangement général, car il ne faut pas trois bons hommes mis comme des bâtons à côté les uns des autres. » Ce modèle resta à l'agence d'architecture de l'Opéra, dans le bureau de Garnier, qui en oublia la signification. Dans le livre où il raconte avec gaieté la genèse de son opéra, il donne une description qui n'a plus rien à voir avec le sujet. Adam et Ève conseillés par le diable. J'ai encore cette esquisse sous les yeux. J'admire sa vivante facture, mais c'est toujours pour moi une scène de paradis perdu. Carpeaux en revint à la danse. Le marquis de Pienne, son protecteur, avait proposé un menuet. Garnier se vanta d'avoir trouvé l'idée d'une ronde autour d'un génie inspirateur. Garnier... Carpeaux prit une plume, un bout de papier, et en un instant traça quelques lignes se coupant à merveille. Quelques mouvements se composant le mieux du monde, et bref, 5 minutes après, son groupe était trouvé. Carpeaux au marquis de Pienne, 21 novembre 1865. Garnier est venu hier. Vous dire, ami, tout ce que ce garçon a subi devant ma composition est impossible à décrire. Il n'y est plus. Il n'a rien vu de semblable. Il veut faire recommencer les 3 autres groupes sur le plan que j'ai adopté. Garnier? Je trouvais le modèle superbe. J'étais émerveillé de sa composition si vivante, du modelé palpitant de ses figures d'argile. Et somme toute, je me disais... Eh bien, si le monument pâtit un peu de l'exubérance de mon sculpteur, ça ne sera qu'un petit malheur. Tandis que ça en ferait un grand si, m'entêtant dans mes idées, je privais la France d'un morceau qui sera certes un chef-d'œuvre. La création fut longue. Les lettres de Carpeaux réclamant des délais se succédèrent jusqu'au printemps 1868. Il ajoutera jusqu'à 1 figure par jour, plaisantait l'architecte, qui limita leur nombre à 7. A contrario, son récit de la commande faite à l'académicien Gabriel Jules Thomas est révélatrice. Mon cher Thomas, tu te souviens des statues du Bernin à Rome, de ses draperies échevelées, de ses bras en télégraphe, de ses jambes en tire-bouchon? Eh bien, il faut faire encore pire que cela. Il faut que tu fasses du Bernin de mauvais goût. Il fallait voir l'air effaré de Thomas. Je savais bien à qui je m'adressais et je n'en aurais pas dit autant à Carpeaux. Le génie de la danse, féminin à l'origine, devient masculin. Pour le corps, aurait posé le menuisier Visa. Et pour le visage, la princesse de Rakovitza. À l'opéra,
Carpeau avait fait aménager un petit salon au milieu des échafaudages. Il écrivait à sa jeune épouse Amélie, qui ne voyait plus guère. Cher et tendre ami, quelques hommes chancellent par l'effet de la fatigue. Dieu me soutient d'une manière inouïe, car je résiste à des fatigues inconcevables. La volonté seule est plus forte que le corps. Ne t'inquiète pas, je dois être à mon poste jusqu'à la dernière heure. Enfin, il demanda à Garnier d'enlever les échafaudages. Le 27 juillet 1869, la danse fut découverte. Ce fut aussitôt le scandale. Un mois plus tard, un ami écrivit à Carpeau: Cette nuit, on a jeté sur ton groupe une bouteille d'encre qui l'a entièrement taché. Viens aussitôt que tu pourras. Cet attentat valut au groupe une célébrité immédiate, qui traduisait en fait des exaspérations multiples de la part des néoclassiques purs et durs, des opposants au Second Empire et des soi-disant bien-pensants. Les néoclassiques, la revue des deux mondes. Ce sont des femmes communes, peu choisies, déformées par les vêtements qu'elles ont quittés, et qui dansent non pour danser, mais pour compléter leur vie commencée. Déformées par les vêtements. C'est la critique des tenants de la beauté idéale contre les tenants du réalisme. Carpeau le savait bien, lui qui écrivait au marquis de Pienne. Les membres de l'Institut vont nous jeter par-dessus les toits. Ils me recevraient avec des fourches. Ils se contentèrent de ne pas le recevoir du tout au sein de leur compagnie. Ce même réalisme faisait écrire à la Gazette des Beaux-Arts: Louis XIV se boucherait le nez devant ce groupe. Les opposants au Second Empire, Jules Clarty. C'est l'allégorie la plus vraie de nos mœurs actuelles et de nos goûts. C'est la personnification même de l'art, de la littérature et du plaisir sous le Second Empire. Voilà bien l'art de ce quart de siècle, cet art nerveux et fou, saccadé, secoué, malade et incomparable. C'est l'épilepsie régnante, le déchaînement des appétits, la soif du plaisir, le besoin ardent des voluptés brutales qui emportent ce temps et produisent la névrose universelle. Les filles de Carpeau disent « au plaisir », la femme de Rude crie « aux armes ». C'est une ignoble bravade du bas empire. Les bien-pensants, vicomtes de Salelles. J'ai une femme, monsieur. J'ai des filles passionnées pour la musique et qui vont souvent à l'opéra. Cela leur sera impossible maintenant, car jamais je ne consentirai à les mener dans un monument dont l'enseigne est celle d'un mauvais lieu. Louis Veuillot. Les chefs-d'œuvre, comme celui de monsieur Carpeau, sont pour le chrétien l'objet d'un mépris et d'une patience sans limite. Loin d'emporter, comme il l'espérait, le prix de 100 000 francs créé par l'empereur, qui récompensa l'achèvement de l'église Sainte-Clotilde, Carpeau fut sacrifié sur l'autel de la Convenance. Une pancarte avait été placée au pied du monument. Ce n'est pas la tache d'encre qu'il fallait enlever, mais bien ce groupe d'une indécence révoltante. Il faut qu'il disparaisse, sinon il sera brisé. Garnier essaya d'abord de commander à Carpeau un nouveau et décent groupe de la danse. Carpeau notifia son refus dans les journaux. Charles Gumery fut chargé du nouveau haut-relief. Ce sculpteur de talent, contemporain de Carpeau, mourut avant lui. La guerre avait éclaté, les soucis changèrent de nature. Après la Commune, les travaux de l'opéra reprirent lentement, faute de crédit. Ce n'est qu'en 1875 qu'eut lieu l'inauguration.
Cette année-là, Carpeaux mourut à l'âge de 47 ans. La danse fut alors reconnue comme un chef-d'œuvre. Elle n'offensait plus les pudeurs, ou bien les pudeurs s'y étaient habituées. Elle avait gagné le droit de rester sur la façade en plein air, et même d'être abritée en 1918. Ce furent les conservateurs de musées, au contraire, qui voulurent, pour la préserver, l'abriter au Louvre. Les pourparlers, qui avaient échoué en 1906, aboutirent en 1964. Une copie exécutée par Belmondo et son atelier remplaça l'original à l'opéra. La grande salle du rez-de-chaussée de Flore semblait idéale pour exposer le groupe. Les chefs-d'œuvre de Carpeaux allaient cohabiter. Cette solution, que l'on crut définitive, n'aura vécu que 22 ans. En 1986, la danse sera exposée au musée d'Orsay, où seront présentés l'art et la civilisation de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais cette œuvre eut une progéniture. Carpeaux s'était ruiné en réalisant 7 figures pour le prix de 3. En 1873, il se lança sur une grande échelle dans l'édition en terre cuite. La danse fut une mine d'où il tira 9 morceaux proposés séparément. Avec 3 des bacchantes se donnant la main, il composa une nouvelle ronde. Ainsi se répandirent de par le monde des fragments de ce qu'Alexandre Dumas, fils, l'ami de Carpeaux, avait baptisé la Marseillaise de la danse. Choisi par Garnier pour remplir une des plus belles pages de l'opéra. Je suis chargé de faire un des grands bas-reliefs de la façade dans l'esprit de l'Arc de Triomphe. De son côté, Garnier écrit au sculpteur: Mon cher Carpeaux, je t'adresse le... Fut lancé en 1860 pour la construction du nouvel Opéra de Paris. Charles Garnier l'emporta. Pour le considérable programme sculpté de son bâtiment, le plâtre et le dessin pour le groupe de la façade. Avant de commencer, tâche de voir Guillaume. L'académicien à qui avait été commandée la musique instrumentale pour la même façade. Il a déjà fait quelques esquisses et c'est à peu près ce que je veux. Garnier avait confié à Carpeaux la... Il fit appel à son ami Carpeaux. Il était comme lui ancien élève de la petite école, ancêtre de l'école des arts décoratifs, et comme lui, fils d'une dentelière. Carpeaux écrit en 1863 « Je suis dans la plus grande joie, car je viens d'être